Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Faut-il abaisser le droit de vote de 18 à 16 ans? Alors que l'élection présidentielle se rapproche à grands pas et que l'abstention gagne du terrain, eh bien, nous avons voulu poser la question dans cette émission. On en débat dans un instant avec nos invités. C'est une application qui a fait autant sensation que polémique. Dans le grand JT, on parlera d'Élise, une appli qui vous permet de découvrir quel candidat à l'élection présidentielle correspondrait le mieux à vos idées. Nous serons avec François-Marie, qui est l'un de ses créateurs. Et puis on donne la parole aux enfants chaque vendredi dans le grand JT d'éducation. Cette semaine, on a voulu savoir ce que représentait l'école pour eux. Et vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Oui, oui. Et tout de suite, c'est l'actu en bref, et c'est avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Ça va? Très bien. Bon, ben ravi, super. c'est vendredi. Exactement, c'est ravioli. Alors, Mickaël, enseignants et élèves attendaient une réponse concernant les épreuves anticipées du bac. Et ce vendredi, Jean-Michel Blanquer a tranché. Le ministre recevait ce jeudi à leur demande les syndicats d'enseignants et les représentants de parents d'élèves. Après concertation, c'est bien le report des épreuves anticipées qui a été décidé, prévu initialement du 14 au 16 mars prochain. Elles auront finalement lieu du 11 au 13 mai. Bonne nouvelle donc pour les profs. Moins bonne pour les élèves qui, eux, souhaitaient leur maintien en mars. Dans un communiqué, le ministre a indiqué que la situation actuelle avait des conséquences sur l'organisation des examens, mais aussi et surtout sur les conditions de préparation des candidats. Les profs peuvent donc souffler. Cette semaine, certains étaient allés jusqu'à occuper leur lycée en signe de protestation. À Vaux-en-Velin, notamment près de Lyon, des professeurs du lycée Robert Doisneau ont organisé une action symbolique dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils ont passé toute la soirée dans leur établissement car, disent-ils, si nous devons finir le programme en mars, il nous faudrait travailler jour et nuit et même dormir sur place. Des enseignants qui finalement ont obtenu gain de cause. Sur Europe 1, Maxime Repère s'attaque à un possible allègement du protocole sanitaire dans les écoles. C'était l'une des annonces de Jean-Michel Blanquer cette semaine, un assouplissement après les vacances de février, des mesures mises en place dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, une option que Maxime Repère, professeur d'histoire et secrétaire national du SNALC, le syndicat national des lycées, des collèges, des écoles et du supérieur, trouve tout simplement absurde. On l'écoute. Écoutez, nous ne sommes pas à une incohérence près. Je rappelle qu'au fur et à mesure, à l'échelle nationale, lorsque le protocole se durcissait, il s'assouplissait de manière continue dans les écoles. Donc voilà, une incohérence de plus. Et sur France Inter, Richard Ferrand répond aux critiques à l'encontre du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale était ce vendredi l'invité de Léa Salamé et de Nicolas Demorand sur France Inter. Il a défendu un bilan qu'il juge positif en matière d'éducation. L'apprentissage fonctionne. Vous constatez que nous avons mis en place pour l'accès aux soins le reste à charge zéro en matière de soins, que nous avons dédoublé les classes dans un certain nombre de lieux en France où il y avait des difficultés scolaires particulières, que nous avons développé la scolarisation des enfants handicapés. Et puis aux États-Unis, l'interdiction dans une école d'une BD sur la Shoah qui fait polémique. Moss d'Art Spiegelman est considéré comme une œuvre majeure de l'histoire de la bande dessinée. Ce roman graphique en noir et blanc, récompensé d'un prix Pulitzer en 1992, raconte l'histoire du père de l'auteur, rescapé des camps de la mort à travers des personnages anthropomorphes, des souris pour les juifs, des chats pour les nazis. Dans le Tennessee, une école a tout simplement pris la décision d'interdire cette bande dessinée, pourtant souvent conseillée aux collégiens et aux lycéens. Son contenu a été jugé vulgaire et inapproprié par le conseil d'administration de l'établissement. Interviewé sur CNBC, l'auteur de 73 ans s'est dit, je cite, « déconcerté ». Et enfin, ce week-end, Canal+ va faire parler d'elle puisqu'elle va proposer un documentaire sur l'avenir de l'éducation. Ça s'appelle « Le bonheur à l'école ». C'est à découvrir dimanche soir sur la nouvelle chaîne Canal+ Kids. Le réalisateur Martin Messonnier part d'un constat simple, le fait qu'aujourd'hui les technologies envahissent notre quotidien, que les enfants grandissent dans un environnement numérique, mais que pourtant les écoles avaient encore souvent du mal à emboîter le pas. Ce documentaire va donc à la rencontre de ceux qui, aux quatre coins du monde, réinventent l'éducation et redonnent goût à l'éducation. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Each year, approximately 1 million students drop out of high school. That's roughly 7,000 every day. Le système scolaire actuel, c'est si on n'est pas bon en maths, on réussira jamais. Et quand on sort de l'école, on n'a pas l'idée de ce que c'est le vrai monde. Aujourd'hui, c'est plus possible de continuer à enseigner comme autrefois.
Partout dans le monde, de Paris à Ahmedabad, des gens expérimentent et réinventent l'éducation. Je suis en train d'évaluer ma maîtresse, de voir ce qu'elle pourrait améliorer et ce qu'elle fait bien. Ils ont un niveau de réflexion qui sont vraiment brillants. Voilà, comme quoi on n'est pas les seuls à réfléchir à l'éducation et à l'école de demain. Absolument. C'est tout à fait rassurant et ça se passe partout dans le monde. Alors, c'est l'heure de notre question du jour, Mickaël. Et oui, aujourd'hui, on se demande s'il faut ou non donner le droit de vote à 16 ans en France. Et pour répondre à cette question, eh bien, j'accueille Sarah El Haïry sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Merci Madame la Ministre d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Nous sommes très très heureux de vous recevoir ici. Cette question du droit de vote dès 16 ans, elle s'invite évidemment dans le débat à la présidentielle. Plusieurs candidats l'ont proposé. Madame Hidalgo à gauche, les écologistes aussi sont d'accord, Jean-Luc Mélenchon pareil. Finalement, le vote a eu lieu en décembre dernier. Le Sénat, qui est à majorité à droite, a rejeté la proposition. Quelle est la position du gouvernement à ce sujet et donc la vôtre ? Bien sûr, vous savez, il n'y a pas de totem du vote à 16 ans pour ou contre. Moi, j'avais juste pas envie que finalement on considère que le vote à 16 ans, si on dit oui, on est pour la jeunesse, si on dit non, on est contre la jeunesse. C'était le risque un peu basique de se dire, à cette réponse-là, on croit ou pas en la jeunesse. Et donc, si on est un peu honnête et qu'on sort de cette idée très basique de « je crois en la jeunesse si je lui dis oui pour voter à 16 ans et je crois pas en la jeunesse si je lui dis non », alors on revient à vraiment le vrai enjeu, c'est comment on accompagne un parcours de citoyenneté. Est-ce que oui ou non, c'est intéressant de débattre sur ce sujet ? Moi, je crois sincèrement que oui, parce que je vois aussi des pays européens autour de nous. Je vois l'Allemagne qui se questionne. Il se trouve que cette semaine, j'étais avec les ministres de la jeunesse de l'Union européenne et on a eu la chance de présider ces réunions, puisque la France préside l'Union européenne dans le cadre de cette présidence française. Et pas mal d'autres ministres se disent comment finalement on peut accompagner nos jeunes dans leur expression. Il y a des pays qui l'ont déjà, je pense à l'Autriche, qui ont une très jeune ministre aussi. Exactement. Et donc, de manière très sincère, se dire est-ce qu'aujourd'hui, ça permet de plus voter ? La réponse est pas automatiquement, puisqu'il y a des belles réussites et des échecs sur ce vote à 16 ans. Est-ce que c'est pour les territoires locaux ? Est-ce que c'est pour les élections nationales ? Le débat pourrait s'ouvrir. Est-ce que c'est pour les questions européennes ? Je sais que les Allemands sont sur cette idée d'ouvrir le vote à 16 ans pour les élections européennes. Moi, je pense sincèrement que le gros défi de notre temps, c'est de lutter contre cette abstention. Et donc, aucune des idées et des mesures qui permettraient de lutter n'est à évacuer. Mais donc, l'abstention, on va en parler justement, parce que c'est le cœur du problème. Mais la position de la République En Marche, et donc la vôtre, quelle est-elle ? Pour le moment... On va dire c'est oui et non. On ne peut pas dire oui, on y pense, si on n'y pense pas, ça peut être bien, ça ne peut pas être bien. Non, pas du tout. Aujourd'hui, la position, elle est très simple. C'est de dire, notre objectif premier aujourd'hui, c'est de lutter contre l'abstention, déjà de ceux qui ont le droit de voter et qui ne votent pas. Je pense aux 16-25 ans majoritairement. Donc, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à un vote national à 16 ans, la réponse là, vous m'avez dit 16-25 ans, c'est 18-25 ans. 18-25 ans, excusez-moi, c'est d'accord. un lapsus. Oui, donc comme quoi vous y pensez quand même. Hein. C'est sous-jacent. Mais oui, mais vous savez pourquoi ? Vous l'espérez en fait au fond de vous ou pas ? Oui, j'espère qu'un jour, on y arrivera, le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Il se trouve que quand on demande aux jeunes eux-mêmes s'ils ont envie de voter à 16 ans, il y a eu une étude en 2017 portée par l'INJEP, qui est un institut social et public, 76% des jeunes qui se sont exprimés ont dit non. Nous ne souhaitons pas le vote à 16 ans parce que on n'a pas suffisamment d'éducation civique et morale à l'école, parce que on n'est peut-être pas encore prêt. Mais moi, je me dis, comment finalement on accompagne chacun pour être prêt un jour à cette expression d'une certaine manière. Bien sûr, mais il y a un moment, il faut passer le cap. Bien sûr. On va poser la question justement à un lycéen qui est avec nous. Il est sur Skype. Est-ce que vous m'entendez, Thomas Cesbron ? Bonjour. Oui, très bien. Je le vois. Ravi d'être avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes secrétaire général de la Voix lycéenne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, justement ? Enfin, cette proposition ? Nous, de toute évidence, on est complètement pour le droit à 16 ans. Le droit de vote à 16 ans. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Évidemment, quand on a 16 ans, on fait partie de la société. C'est de toute évidence. On a le droit de conduire. On a le droit d'aller, de se marier, d'arrêter l'école. De se marier, effectivement, de travailler. Exactement, de créer des associations, d'être... Enfin voilà, on a énormément de droits et pourtant, on ne fait pas partie de la société parce qu'on nous enlève ce droit fondamental de voter et de donner notre avis. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? J'ai peut-être juste un sujet. En fait, non, quand on a 16 ans, on est totalement citoyen.
Effectivement, on n'a pas encore le droit de voter aux élections nationales démocratiques, mais à 16 ans, on vote pour son délégué de classe. On peut signer, parce que c'est une avancée de cette majorité-là, des pétitions et sa signature compte quand on saisit le Conseil économique, social et environnemental. C'est cette majorité qui fait ce pas-là. On a une sorte de pré-majorité, effectivement, pour avoir le droit de conduire, mais on est citoyen. Et moi, j'ai pas envie qu'on laisse entendre ou imaginer que le droit de vote, c'est un peu l'alpha et l'oméga. Non, c'est une expression démocratique, elle est hyper importante. Et aujourd'hui, si on est tous absolument inquiets par rapport à l'abstention, c'est parce qu'on ne peut pas construire un pays avec une démocratie qui va pas bien. Et c'est comme la démocratie, vous savez, c'est quelque chose, c'est comme un muscle. Si tu le pratiques pas, si tu l'utilises pas, et ça s'atrophie. Donc, est-ce que ouvrir le vote à 16 ans, plus largement, la réponse est plutôt oui, mais accompagné et en ayant avant préparé toute la suite. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, très rapidement, j'avais réuni au lendemain des élections régionales, parce que c'était un drame en termes de participation des jeunes. 9 jeunes sur 10 ne s'étaient pas déplacés. C'est vraiment, ça a explosé. Jeunes 18-25 ans ? Oui, tout à fait, qui ne s'étaient pas déplacés. J'avais réuni les mouvements de jeunesse, des partis politiques, des mouvements associatifs, et en fait, c'était très divisé entre eux déjà. Par contre, il y avait un point commun, c'est de dire comment on accompagne l'apprentissage de nos institutions, de la citoyenneté, mieux, plus vite, et comment on crée les conditions nécessaires pour ressaisir cette envie de voter. Et là, c'est les enjeux que nous avons aujourd'hui de manière très, très concrète. Alors ça, on va en parler juste après, justement, les solutions et comment redonner l'envie, justement, de découvrir la citoyenneté, la res publica, la chose publique, en fait, et cet amour, effectivement, de nos institutions. Mais vous avez surtout dit, le bon âge pour commencer à voter, c'est l'âge auquel on est prêt à le faire. Donc j'ai repris cette citation-là et je note avec mon petit biquet de couleurs là pour bien le citer. Mais à 16 ans, on se sent prêt, mais pourquoi pas à 15, pourquoi pas à 14 ? Vous êtes toute jeune secrétaire d'État. Vous avez plus de 10 ans de moins que moi. À quel âge vous avez pensé déjà à la politique ? En réalité, la politique, c'est une des plus belles choses qui existent. Et moi, ça a commencé en CM2, pour être tout à fait honnête. Alors, vous voyez bien qu'on peut comprendre que Thomas Cesbron dise, bah oui, effectivement, à 16 ans... Mais je le comprends. Ouais. Je le comprends tout à fait. Et je trouve que c'est légitime de porter une proposition comme celle-là. La question, c'est, la porter, c'est une chose. Est-ce que c'est une bonne chose ? Ça mérite le débat. Et comment on l'amène ? Comment on donne les outils ? Vous savez, moi, les mesures extrêmement faciles de dire, c'est ce que je disais au début, t'es pour ou contre ? Moi, je crois en cette jeunesse. Et c'est pour ça que on croit en cette capacité de lui donner les moyens de prendre les rênes. Mais voter à 16 ans et considérer que c'est la seule mesure et la seule avancée démocratique, je ne le crois pas. Oh, je ne pense pas qu'il pense ça, il y en a bien d'autres. On va revenir avec vous justement, Thomas, pour votre réaction sur ce sujet. Je remets juste une petite seconde parce que c'est quand même l'affaire du CM2. Ah oui. Je sais, on est dans l'anecdote, mais elle est quand même très intéressante parce que finalement, c'est là où ça se passe. Je veux revenir là-dessus parce que, en fait, finalement, c'est quand même à l'école où tout se passe. C'est l'éducation, c'est l'apprentissage de l'histoire, c'est l'apprentissage de tout ce qui se passe dans notre société. Et c'est aussi le moment où se déclenche des passions, des envies. Vous, c'était en CM2, pourquoi ? Exactement. Très courte, évidemment, cette anecdote. Effectivement, en CM2, il se trouve que notre classe n'est pas très contente des menus à la cantine. Et donc, notre enseignant a organisé un vote, une élection de délégués, ensuite de super délégués, qui avaient le droit de porter en fait un peu le projet. Et c'est pour ça que je dis que la citoyenneté, ça s'apprend. C'est comme un muscle, il doit travailler. En CM2, on a organisé notre première élection, on a voté. Et ensuite, avec Jean-Michel Blanquer, on a eu envie de renforcer cette démocratie scolaire, où effectivement, on vote, on choisit ses représentants, ses éco-délégués, et on rejoint des organisations syndicales, parfois lycéennes, parfois à l'université. Et tout ça doit permettre finalement d'étayer son parcours. Et moi, il se trouve qu'en CM2, on avait des enseignants absolument géniaux qui, par notre mobilisation, nous ont fait confiance, ils ont reconnu notre mobilisation et donc du coup on s'est retrouvés effectivement à la table du conseil d'administration de l'école, ce qui est assez impressionnant quand tu es en CM2 et c'est ce qui m'a donné le goût de finalement de l'engagement puisque tout au long de ma scolarité j'ai été déléguée de classe aussi simplement que ça et puis après à l'université et enfin j'ai eu la chance de rejoindre l'Assemblée nationale à 27 ans et puis d'être élue de ma commune au plus proche de ma vie, c'est-à-dire à Nantes, tu es à Nantes, oui, en Loire-Atlantique. Et bien tout ça, finalement ce sont des votes qui sont très différents mais des votes qui ont des conséquences sur notre vie quotidienne et je pense que c'est absolument essentiel. Alors on va revenir sur le point essentiel et sur l'abstention justement avec vous Thomas. Si on s'intéresse exclusivement donc aux jeunes, un votant sur 5 de moins de 29 ans a déclaré n'avoir voté à aucune élection en 2017. Le chiffre est quand même assez effrayant. L'abstention des moins de 35 ans a atteint 82%
aux dernières élections régionales et départementales. Donc c'est juste énorme. Est-ce que vous ne vous sentez pas concerné finalement, on va dire les jeunes? C'est-à-dire que Thomas, vous allez représenter les jeunes de ce pays pour notre interview, mais vous vous sentez concerné aujourd'hui par la politique? Ah, mais complètement. Complètement. Et je pense que c'est clairement une question fondamentale. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on qu'on fait assez confiance à la jeunesse et c'est peut-être aussi une des causes de cette abstention. Aujourd'hui, voilà, que comme je le disais tout à l'heure, la jeunesse a beaucoup de droits. Entre 16 et 18 ans, on peut faire énormément de choses. Et moi, je voulais répondre à Madame Sarah Herry. Les cours d'éducation à la citoyenneté, moi, je pense qu'ils ne sont pas complets. Et évidemment, on pense qu'il faut accompagner ce vote, il faut accompagner cette formation à la citoyenneté. Mais il ne faut pas avoir peur de faire entrer la politique dans les lycées. Parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Aujourd'hui, nos cours de MC, on a 30 minutes par semaine et ça ne nous permet pas de se créer un esprit critique, ça ne nous permet pas de débattre. Et évidemment, en fait, on proscrit un peu la politique dans les lycées et ça ne nous permet pas de pouvoir nous créer un esprit critique. Mon esprit critique, je l'ai fondé à travers mes expériences associatives et syndicales. Et il y a énormément de lycéennes et lycéens qui malgré ce peu de cours de MC et malgré en fait l'engagement qui n'est pas forcément mis en avant, et se posent des questions sur la politique et ont envie de s'engager. Votre chiffre je crois que c'est un lycéen, c'est 75% des lycéens qui se disent qu'ils sont prêts à voter. Moi, je pense que c'est juste une question de confiance et que toute notre enfance nous rabâche la confiance. Et aujourd'hui, je pense qu'il s'agit de mettre en avant la jeunesse parce qu'on en a assez. On peut travailler. Vous avez l'impression que vos camarades... On nous fait travailler, mais à côté, on n'a pas le droit d'avoir ce droit fondamental d'écouter. Pardon, je vous laisse. Non, mais Thomas, pardon, c'est le problème d'être un peu loin, etc. Il y a toujours cette petite différence de son. Mais vous avez l'impression que vous-même ou vos camarades de lycée ou vos copains en général se sentiraient mieux intégrés finalement s'ils avaient le droit de vote à 16 ans? Vous pensez vraiment qu'il y aura un changement? Aujourd'hui, notre seul moyen d'expression, en fait, c'est avec la police lycéenne, pour vous donner un exemple très concret, on a eu un mal-être des lycéennes et lycéens au début de l'année. On a fait une consultation lycéenne, on a demandé à être reçu par le ministre et on n'a pas été reçu. On a été dans la rue et en fait, on est en train de faire des blocus et d'aller dans la rue. Aujourd'hui, notre moyen d'expression, il est pas pris en compte. On nous dit qu'on est pris en considération, mais en fait, je pense qu'il y a un mépris. Alors, le 13 janvier, on a un représentant Colin Champion, président de la voix lycéenne, qui est allé devant la rue Grenelle pour porter la voix des lycéennes et lycéens, n'a pas été reçu. Aujourd'hui, le droit de vote, on pense que c'est une des solutions pour être écoutées. Est-ce qu'ils sont entendus, Madame la Ministre? Il se trouve que moi, je les ai reçus, oui. Moi, j'ai reçu les organisations syndicales et lycéennes quand on a parlé de l'expression démocratique et du droit de vote. Parce que oui, la parole doit être portée. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas pour mettre un totem ou parler de grands mots, de mépris. Très simplement, quand il y a avant même qu'il y ait une mobilisation, la meilleure manière de construire avec les jeunes et pour les jeunes, c'est qu'ils soient autour de la table. Il se trouve que la France a pour la première fois posé un truc assez dingue. Il se trouve cette semaine, c'est la réunion des ministres de la jeunesse et de l'éducation européenne, présidée par nous. Et bien pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, chaque ministre est venu avec un jeune. parce que je crois qu'effectivement, il faut que les lieux de décision s'ouvrent pour donner finalement de la confiance à nouveau. Moi, je suis quelqu'un de très très basique. Mais qu'est-ce que je regarde? Quand les 18-25 ans ne croient plus du tout, alors qu'ils ont eux-mêmes le droit de voter, je généraliserai jamais la jeunesse. Elle est bien diverse. Il y a effectivement les étudiants, mais il y a des jeunes qui sont déjà parents, il y a des jeunes ruraux, il y a des jeunes qui sont en galère. Ben, je peux vous dire que toutes leurs expressions, elles sont bien différentes. Et leurs attentes, elles sont différentes. Et si on est honnête, eh bien, on doit permettre la discussion et finalement la mobilisation de chacun pour qu'il puisse s'exprimer et qu'il puisse poser sa voix. Et c'est pour ça que je ne suis jamais dans une radicalité de parole. Je crois qu'au contraire, ce serait une belle avancée démocratique un jour de pouvoir dire on abaisse peut-être le droit de vote aux élections locales. D'ailleurs, j'ai des amis de ma famille politique au Modem qui ont fait une tribune en disant il faudrait qu'on expérimente le droit de vote à 16 ans dans les collectivités parce que c'est l'endroit le plus proche de chez soi. Je veux dire, pourquoi pas? Moi, vous savez, je ne suis pas une fétichiste
ni du non, ni du oui. Je crois par contre que c'est des parcours et que le temps est venu pour renforcer cette éducation civique et morale. C'est ma volonté et celle du ministre de l'Éducation nationale. On a en plus un grand moment qui s'appelle le service national universel. Alors on va en parler juste après. Mais qui va permettre, moi je crois très sincèrement, qui va permettre et finalement de répondre à cette envie de débattre, cette envie de se construire, de challenger ses idées et de parler peut-être politique, ce qu'on ne fait pas à l'école, mais de renforcer aussi notre apprentissage des institutions et de le faire ensemble et en dépassant en réalité le simple socle de l'école. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, même si pour le moment c'est simplement en expérimentation. Pas mal de mesures prises à droite à gauche. Juste, tous les politiques essayent de capter l'attention des jeunes en permanence. On l'a vu, on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Michael, c'est vraiment permanent. Ils sont tous mis. Emmanuel Macron, on l'a vu d'ailleurs avec McFly et Carlito, Marine Le Pen, Mélenchon. Enfin, tous les bords politiques sont désormais, par exemple, sur TikTok. Oui. C'est pas un mystère. On drague en permanence les jeunes, on parle des jeunes. Et en même temps, on ne consomme pas. Je ne sais pas, c'est paradoxal, non ? Moi, je pense que, en fait, il y a un truc, c'est comment tu casses ce paradoxe. Il y a un paradoxe qui est vraiment en train de s'installer. Les jeunes, ils sont hyper mobilisés. Moi, je les vois au quotidien. J'ai fait plus de 120 déplacements. Et tant mieux, non ? Et c'est hyper bien. Tant mieux de s'impliquer dans il faut le compléter. Et d'ailleurs, il faut mieux le reconnaître. Depuis 2 ans, dans Parcoursup, il y a une case qui s'appelle engagement pour que ça compte plus quand tu t'es engagé dans un syndicat, quand tu t'es engagé dans une asso. Parce que je crois que c'est ce qui fait la France. C'est vraiment cette capacité de dire, tu es un acteur quand tu es dans une asso, quand tu es délégué de classe, quand tu es dans ta commune. Par contre, pour ça, il faut plus de conseils municipaux jeunes. Il faut des conseils régionaux jeunes. Et pas uniquement pour le youth washing. Je suis désolée, j'utilise un mot en anglais, mais grosso modo, c'est la jeunesse caution. C'est-à-dire qu'ils sont sur la photo, c'est bien, c'est parfait. Pas du tout. Moi, je crois le contraire. Je crois que les jeunes, aujourd'hui, il faut leur faire confiance. C'est ce que nous faisons en les mettant autour de la table des décisions. Et pas simplement prendre leur avis et dire c'est bien, ou prendre 2-3 codes jeunes et dire on est jeune parce qu'on parle comme eux. C'est pas vrai. Les jeunes, ils sont très, très différents les uns des autres. Et si on n'a pas envie d'utiliser un peu des baguettes magiques, je suis désolée, mais un jeune chez moi, en Loire-Atlantique, il a besoin du permis. Ces questions, c'est la mobilité. C'est pas une dragouille sur TikTok. Oui, dans toute la France et dans la ruralité en général. Thomas, une réponse à cela ? On pourra parler du SNU plus tard. Je crois que vous en avez parlé, mais je pense que la réponse sera la même. C'est évidemment, nous, on est pour le droit de vote à 16 ans et il faut accompagner ce droit. Il faut renforcer les programmes de MC, effectivement, et je pense qu'on est du même avis là-dessus, mais il faut faire entrer la politique dans les lycées. Il ne faut pas en avoir peur. Et je pense qu'on pourra parler du SNU, parce que c'est vrai que... Thomas, quand vous voyez tous les hommes politiques qui débarquent sur les réseaux sociaux pour parler aux jeunes, vous en pensez quoi, vous ? Vous trouvez ça démago ou vraiment ça vous parle ? Il y a une part de démagogie, mais c'est le problème dans cette démarche, c'est que déjà tout dépend de la personne et tout dépend de l'influence que la personne a. Évidemment, Emmanuel Macron a le droit de faire une vidéo avec McFly et Carlito. Ce ne sera pas la même chose avec Jean-Luc Mélenchon, avec Fabien Roussel, avec Anne Hidalgo ou encore Valérie Pécresse. C'est olfactif avec Monsieur Mélenchon. C'est pas pareil. On ne prend pas les mêmes tisures. Bon, voilà. Nous, on pense que ça doit passer par l'école, parce que l'école doit permettre d'effacer les inégalités, parce que c'est l'école en laquelle on croit. C'est l'école qui émancipe, c'est l'école qui est égalitaire. Et donc, ça doit passer par l'école, et ça semble... Nous, on pense que c'est évident. Alors oui, il y a une part de démarche. Mais pour le coup, moi, je suis très, très à l'aise avec la question de comment on transmet les courants de l'histoire politique, comment on débat. Au contraire, moi, c'est ce qui m'a construite. C'était un prof d'histoire géo qui était assez génial. Enfin, j'avoue, j'ai eu des profs géniaux. Vous étiez dans quel lycée ? Alors, moi, parce qu'autant les remercier. Il se trouve que j'ai grandi au Maroc, et c'était le lycée Lyoté de Casablanca. Ah oui ? Et après les cours d'histoire géo, il y avait une sorte d'assaut club débat. Et en fait, ils projetaient un film et ils ouvraient le débat. Et je crois que c'est absolument essentiel de pouvoir construire sa pensée, apprendre à argumenter. Et ça, c'est très bien, ça va plutôt dans le bon sens. Il y a juste un seul enjeu. La jeunesse, dans sa diversité, en réalité, elle a... je crois qu'il ne faut pas aller la draguer, il faut aller construire avec elle. Enfin, c'est une partie prenante. Et un exemple tout simple, et moi, qui me tient à cœur. Qui fait confiance vraiment aux jeunes aujourd'hui ? Il se trouve que le président de la République, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a permis à des jeunes d'avoir des investitures pour être députés. Il a fait rentrer les plus jeunes membres du gouvernement qui existent. Moi, Gabriel Attal, on avait à peine 30 ans quand on a été en responsabilité. La confiance, c'est pas l'affichage. Et lui, à peine 40. À peine 40. Mais voilà, mais c'est pas l'affichage, c'est pas le slogan. C'est pas comme M. Zemmour qui dit, par exemple, il faudrait
enlever les droits de mutation, c'est-à-dire les frais de notaire quand on achète une maison à plus de 200 000 € quand on est jeune. Moi, je connais personne autour de moi qui a les capacités d'acheter une maison à moins de 30 ans à 200 000 €. Par contre, la vraie vie, c'est quels moyens tu mets à l'école parce que c'est ce qui te permet de t'en sortir. Quels moyens tu mets dans l'université. Comment, alors que la crise, on sait très bien que ce qu'on a vécu avec le Covid, les premiers qui risquent de payer le plein pot, c'est les jeunes. Quand tu es le dernier arrivé dans une entreprise, en général, tu es le premier parti à la première difficulté. C'est la vérité. Sauf que pendant cette crise, 3 millions de jeunes ont, grâce au plan Un jeune, une solution, 10 milliards d'investissements, quand même, c'est pas une paille, ont pu soit avoir un contrat d'apprentissage, soit garder leur job, soit être embauchés. Et ben moi, je crois que ce qui émancipe, c'est l'école, la formation, et ensuite, le travail et l'engagement. Et c'est pas des totems. Moi, j'ai juste pas envie qu'on reste dans un débat de je suis pour, je suis contre. Il se trouve que, non, en fait, on peut être pour, mais l'accompagner, poser des conditions. Et ce SNU, parce que je sais que ça crée énormément de débats, c'est quoi ? Le service national universel, c'est parce qu'aujourd'hui, on croit que des jeunes, aujourd'hui, ils doivent se rencontrer. Et quand tu es d'une zone rurale et quelqu'un est d'une zone urbaine, il se trouve que parfois on se rencontre jamais. Et pour vivre de la mixité, pour se sentir français, pour débattre de ces idées politiques, il faut des lieux de rencontre, de mixité, qui permettent d'aiguiser aussi ce goût de citoyenneté. Et c'est exactement le projet que nous portons. Alors je reviens, parce que le temps est court malheureusement, et j'aimerais beaucoup discuter longuement avec vous, mais on revient juste sur le droit de vote. Qu'est-ce qui fait peur ? Parce que si on faisait voter tous les jeunes qui ont entre 16 et 17 ans, on a compté avec Mickaël, il y aurait plus d'1 600 000 votants potentiels en plus. Vous savez ? Bon, attendez, excusez-moi, mais 1 million de voix séparées Emmanuel Macron de Marine Le Pen en 2017 au premier tour de la présidentielle. Donc, ces voix-là, elles sont hyper importantes. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que ce n'est pas des voix utiles aussi pour faire basculer dans un sens comme dans un autre ? Mais c'est des voix absolument essentielles. Et je vais vous dire, par contre, pourquoi je ne veux pas rentrer dans cette idée de dire c'est une peur. Pour une raison toute simple. Le candidat préféré des jeunes, aujourd'hui, c'est le président de la République. Et donc, si on était un petit peu démago, on dirait, franchement, c'est le premier, c'est le coup de cœur en fait, des jeunes 18-25 ans, c'est le premier dans les sondages, alors on devrait le faire par raison électorale. Sauf que ça ne serait vraiment pas une avancée démocratique si on ne les met pas en situation de pouvoir voter comme ils ont envie. Alors même que la proposition du droit de vote à 16 ans est portée par des candidats de gauche, exclusivement, pas par les candidats de droite, pas par les candidats centristes. Non pas qu'on ne veut pas, c'est que les centristes, la famille dont je fais partie, qui est démocrate, ouais, je pense qu'il faut leur donner les moyens avant, et c'est exactement ce que nous voulons faire en fait. Je voudrais faire réagir Thomas Cesbron juste avant de nous quitter, et on reparlera bien sûr du service national, etc., universel plus tard, mais une petite réaction juste Thomas. Que je vous vais faire non écoutez, comme ça. J'ai l'impression qu'on a à peu près le même avis sur accompagner la jeunesse et surtout lui faire confiance. Maintenant, il ne faut pas que ce soit que des paroles et il faut agir. Parce que très bien, on peut dire je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Mais à un moment, il va falloir prendre une décision parce qu'on ne peut pas rester. Ça fait plus de 5 ans qu'on parle de ça. Aujourd'hui, les lycéennes et lycéens, on doit leur faire confiance en mettant des moyens dans l'éducation parce que c'est aussi un problème et on pourra en revenir à cette question parce qu'aujourd'hui, la situation dans les lycées est plus que déplorable et on pourra en parler. Mais maintenant, l'EMC, c'est important. On doit accompagner les lycéennes et lycéens dans leur engagement et ne pas essayer de, à travers le SNU, de brider les engagements. Regardez, depuis tout à l'heure, on est sur un débat qui est hyper honnête, je pense, parce qu'on pose la complexité, on pose la nuance. Et là, vous venez d'utiliser 3 slogans d'organisation syndicale hyper basiques. Quand on regarde de manière très factuelle, et je dis pas que tout est bien fait, parce que franchement, on peut toujours s'améliorer. Vas-y, cours, parce qu'on va devoir... En termes de budget, le SNU, c'est 120 millions d'euros pour les jeunes. On n'a jamais eu autant d'augmentation budgétaire pour les lycées. Le dédoublement des classes de CP et de CE1 pour les tout petits. Les vacances apprenantes pour 1 million de jeunes qui partent en vacances. Et finalement, les faire grandir. Moi, j'aime bien améliorer, j'aime bien être challengée sur comment on améliore, mais j'aime pas tout rendre basique. Je comprends, mais c'est en même temps l'appétence des jeunes pour la politique, et tant mieux, il a envie de s'impliquer. D'ailleurs, vous vous souviendrez de nous, Thomas, si vous faites une grande carrière plus tard, je dirais j'étais là, sous le démarrage. En tout cas, bravo, parce que c'est un jeune engagé. Exactement. Merci à Thomas Cesbron, merci à vous, Madame la ministre, d'avoir été avec nous. Nous étions très heureux, et j'espère que vous reviendrez sur le plateau du Grand JT de l'Éducation. Avec grand plaisir. TV, pour parler de tous les autres sujets, parce qu'il y en a, et ils sont nombreux, et notamment de toutes les mesures, service national universel et autres, que vous avez mises en place. Merci 1000 fois. Restez avec nous juste après la pub, et nous serons avec François Marie, qui est l'un des créateurs de l'application Élise. On aura plein de questions à lui poser. C'est tout de suite. Bonjour François Marie, vous êtes avec nous, vous m'entendez ?
Parfaitement. Voilà, merci d'être avec nous. Vous êtes un des cofondateurs de l'application Élise, une sorte de Tinder de la présidentielle. Ça s'est appelé comme ça beaucoup sur les réseaux. Vous l'avez lancé, cette application, le 2 janvier dernier. Concrètement, on voit défiler, alors moi je l'ai, cette application, on voit défiler donc des propositions pour l'élection présidentielle. On swipe à droite ou à gauche en fonction de si on est d'accord ou non. Et à la fin, l'application nous dit avec quel candidat on est le plus en phase au niveau des idées. Alors, racontez-moi déjà, en fait, comment ça a été créé et comment vous avez eu l'idée. Alors l'idée, elle part d'un constat qu'on partage avec Grégoire Cascarat, qui est donc le cofondateur, qui est de voir que 9 jeunes sur 10 ne se sont pas déplacés aux urnes pour les élections régionales et départementales de juin dernier. Et donc on a voulu créer un outil qui parle à notre génération pour les élections présidentielles. De là est venue l'idée d'Élise. D'accord, donc au départ, c'est en fait un outil pour les jeunes. Il s'adresse principalement Exactement. aux jeunes et pas... Mais jeunes, c'est jusqu'à quel âge? Parce que je voudrais savoir si je fais partie des jeunes ou pas. Alors on s'était dit 18-30 ans au départ, mais en fait on voit avec le temps que même les parents, les grands-parents utilisent l'application et sont à l'aise avec le swipe. Alors exactement, c'est cool. Effectivement, on est extrêmement à l'aise avec le swipe. Alors je l'ai fait, j'ai été là-dedans il y a déjà un petit moment et j'ai répondu à pas mal de questions. Alors effectivement, il y a, si je prends celle-ci, élire à la proportionnelle une partie de l'Assemblée, 10% des députés. En savoir plus, car effectivement, j'ai une question tout de suite, c'est comment on peut répondre à ces questions, parce qu'il faut quand même être assez connaisseur. Élire à la proportionnelle une partie de l'Assemblée, 10% des députés, tout le monde ne peut pas répondre à cette question. Je veux dire, c'est pas comme Tinder, effectivement, c'est pas il est beau, il me plaît pas. Là, on est sur un vrai sujet. Donc, vous avez un petit encart, effectivement, en savoir plus pour avoir davantage d'infos. Mais est-ce que ça suffit, ça? Alors, c'est un point important, évidemment, et surtout pour répondre également au problème de la démagogie, parce qu'on a certaines propositions qui sont, par exemple, recruter 300 000 infirmiers. Généralement, les gens vont être d'accord. C'est pour ça qu'on a intégré la fonction Un Savoir Plus, qui permet de prendre du recul sur la proposition et la comprendre plus généralement. Peut-être que ce n'est pas forcément suffisant pour le moment, et on travaille à améliorer cette fonctionnalité. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on a mis le En Savoir Plus. C'est une fonction que vous avez rajoutée après, En Savoir Plus, qui n'était pas à l'origine? Non, Non, elle était au elle était dès le début? D'accord. Et qui a créé les questions, justement? C'est-à-dire que vous avez rassemblé un collège d'experts, d'historiens, du monde de la politique. Comment vous avez fait? Alors, on a une équipe de bénévoles qui est derrière le projet, qui est notamment issue du mouvement Les Engagés, qui a été fondé par Grégoire Cascarat. Et on est une petite vingtaine qui, depuis octobre-novembre, ont rédigé l'ensemble des propositions. D'accord, mais parce qu'en fait, vous avez depuis longtemps cette appétence pour la politique ou pour donc je le disais tout à l'heure, pour la chose publique. C'est-à-dire que ça fait combien de temps que vous travaillez ces idées-là? Les questions sont extrêmement nombreuses. On a une première étape, je crois que c'est 25 questions, c'est ça, pour avoir une première idée. Puis après, c'est à chaque fois 25, 25, 25. Donc on peut aller jusqu'à 1000 questions. Comment ça s'est fait? Alors, en tout, il y a environ 500 propositions et on a commencé à travailler dessus en octobre. Oui, mais vous-même, François, vous avez cette appétence pour la politique depuis petit ou jeune au collège? Depuis petit, non. Je dirais que depuis la seconde, la première, j'ai commencé à m'y intéresser. Et depuis le confinement, il y a eu un espèce de déclic où je me suis vraiment intéressé aux enjeux politiques et sociétaux. Vous avez 19 ans et vous avez donc rédigé en partie ces questions. Je vous le disais, celle dont je parle, là, en l'occurrence par rapport à élire la proportionnelle une partie de l'Assemblée, donc 10% des députés, c'est quand même pas simple parce que vous avez l'impression que vos camarades de 19 ans, 18 ans, 15 ans comprennent ce type de questions, peuvent répondre à cela? Alors, pas forcément toutes, c'est clair, il y a des questions qui sont pas forcément très claires. Et c'est aussi pour ça qu'on a ajouté l'en savoir plus. Et si aujourd'hui, certaines sont vraiment incompréhensibles, nous, on travaille pour les mettre à jour et pour en ajouter des nouvelles. D'accord. Et on est preneur de tous les retours, évidemment. Ok. Vous avez été approché par des partis politiques, du coup? Pour le moment, non. Mais ça risque d'arriver dans le futur. Vous le disiez à Virginie, vous avez une appétence, on l'a compris, pour la politique. Est-ce que vous avez un réel engagement en politique, vous, de votre côté? Moi, non. C'est-à-dire, j'ai aucun engagement, je ne suis pas militant. Ouais. En revanche, ce qu'on dit avec Grégoire, c'est qu'on fait campagne pour le vote, on ne fait pas campagne pour un candidat. Et oui, parce que Grégoire et moi-même, on n'est pas militants. Parce que la question de la neutralité
peut évidemment se poser dans un cas comme celui-ci. Oui, totalement. Nous, on a fait en sorte que l'application soit totalement neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de propositions par candidat, il y en a 3 par thème par candidat, et on ne prend pas parti, il n'y a pas de biais politique dans l'application et dans l'algorithme. J'ai lu qu'il y avait eu quelques petits couacs quand même, parce que si on répondait effectivement, on likait systématiquement la même chose à la question, on tombait toujours sur Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Non, alors ça, c'est effectivement un bug qui est apparu dès les premières versions de l'application début janvier. Pour expliquer techniquement le bug, ce qui s'est passé, je trouve que Macron avait l'identifiant numéro 1 dans le fichier qui listait l'ensemble des candidats. Et dans un cas d'égalité parfaite entre plusieurs candidats, le code de l'application triait selon l'identifiant. Donc Macron arrivait en tête en cas d'ex-aequo. Maintenant, on a une fonction ex-aequo dans l'application, et donc Macron n'arrive plus en tête si on swipe que des positions. Parlons-en justement de la fonction ex-aequo. Je vais oser montrer mon résultat à moi, parce que je l'ai trouvé complètement fou, complètement absurde. Bon, déjà, je ne sais pas si vraiment il correspond à mes idées, mais enfin, j'ai à 100% 3 personnalités qui arrivent en tête, mais à 100%, donc à égalité, et pourtant, il y en a un qui remonte, en l'occurrence Dupont-Aignan, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse. Alors ça a changé, parce que j'avais Jean-Luc Mélenchon il y a 5 minutes pendant 2 mois, et maintenant tout d'un coup j'ai Pécresse. Alors j'avais Jean-Luc Mélenchon et puis Anne Hidalgo. Ils sont tous à 100%. Comment est-ce possible ça? Des personnalités, c'est-à-dire que Mélenchon, Dupont-Aignan, j'avais Jadot encore il n'y a pas si longtemps. Comment c'est possible qu'on ait une telle disparité? Alors pour que le classement soit cohérent, il faut quand même swiper un certain nombre de propositions, environ une centaine ou 200. Pour ce qui est de la fonctionnalité ex-aequo, généralement, il faut relancer l'appli pour qu'elle soit activée. Donc, je ne sais pas si c'est le cas sur votre téléphone. Oui, alors j'ai relancé, j'ai refait plusieurs fois, et à chaque fois, je tombe sur effectivement des échanges. Alors, vous le dites, l'idée, c'est pas forcément de dire pour qui il faut voter, mais c'est plutôt de motiver, en fait, pour l'idée du vote et pour freiner l'abstention, c'est ça? Exactement. Nous, on ne donne pas de consigne de vote. On essaye d'intéresser les gens qui utilisent l'application au programme et aux propositions des candidats. Et en fait, on a plein de retours d'utilisateurs qui nous disent découvrir des candidats qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils étaient proches des idées de certains candidats. Et nous, c'est notre objectif. C'est cool que ça fonctionne. Alors, il paraît que ça fonctionne aussi très bien dans les cours de récré, notamment dans les écoles, alors que les enfants ne sont pas en âge de voter. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, c'est vrai, on a des retours de tous les âges. Donc, on a des très jeunes, on a des très âgés également. Et alors, je sais pas, dans les cours de récré, il y avait des gens qui jouaient à Elite. Mais je la pense, c'est trop bien. Enfin, même s'ils peuvent pas voter, ils s'intéressent quand même au programme, aux enjeux de l'élection, et c'est ce qui compte. En début d'émission, on a parlé avec Madame la Ministre, justement, de cette proposition du droit de vote à 16 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, à titre personnel, j'ai pas vraiment fait mon choix sur cette question-là, mais je pense qu'il faut en tout cas intéresser, que ce soit dès l'école, dès le collège, en améliorant, en tout cas c'est mon avis, en améliorant les cours d'éducation civique, parce que pour moi c'est le plus important, sans pour autant décaler l'âge du vote. D'autant qu'en plus, on a recensé le nombre d'heures pour les cours d'éducation civique dont on parle. Je crois que ça s'appelle EMC maintenant. Effectivement, il y en a beaucoup plus. Il y a, je crois, 36 heures annuelles en primaire contre 18 heures annuelles en secondaire. Comment est-ce possible? C'est pas logique finalement, parce que plus on grandit et plus on est censé s'intéresser finalement à la politique. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est un des principaux problèmes à régler. Et je pense que mettre plus d'heures de cours dans cette matière, ça résolverait pas mal de soucis. Alors, le succès de votre application, Élise, même si je le disais, bon, je trouve ça un peu curieux par moment quand même, parce que moi, sur 3 positionnements qui sont complètement, mais alors opposés, je me retrouve à 100% de réponses identiques. Bon, certes, c'est bien la pluralité et tout, mais bon, je sais pas, peut-être qu'il faut que je continue. Mais enfin, en tout cas, le succès est énorme. Est-ce que vous attendiez à ça et comment vous réagissez au quotidien? Parce que là, c'est fou. Alors, on ne s'attendait pas du tout à un tel succès. Nous, pour vous dire à peu près nos prédictions, on s'attendait à environ 2000 téléchargements en 2 semaines. On en a eu 1 million. Wow. Donc, il y a eu un vrai décalage. Ah oui, 1 million depuis combien de temps? En combien de temps? En 2 semaines.
Vous l'avez fait, Mickaël, ou pas? Oui, je l'ai fait. Alors, moi aussi, j'ai noté un truc qui est quand même assez étrange, c'est on peut avoir un résultat sur l'application, et puis on va répondre à une question supplémentaire, et d'un coup, ça va tout changer. Ça, je trouve ça aussi, ça aussi, c'est assez bizarre. Moins vous répondez, enfin, plus vous répondez, comment dire, au tout départ, si vous swipez par exemple 5-10 propositions, votre classement va, si vous êtes à 100-200 propositions, votre classement va être plus cohérent et va se stabiliser petit à petit. D'accord. Il y a un problème éventuel sur la collecte des datas, effectivement, qui a été relevé, parce que, comme toute application, c'est un peu le problème, mais là, c'est à la fois les coordonnées personnelles et puis c'est surtout notre intuition, nos envies de vote. Vous pourriez décider de vendre ces données? Alors, nous, depuis une semaine, on a pris la décision avec Grégoire de supprimer l'ensemble des données de nos serveurs. Donc, il y aura évidemment pas de revente puisque on n'a plus de données. Mais dans tous les cas, ce qu'on voulait faire au départ, c'était de proposer des résultats à soit des centres de recherche, ou des chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines, sciences politiques, qui auraient, analysé l'élection politique de l'immigration. Et nous, c'est ce qu'on aurait aimé faire avec cette application, évidemment de manière totalement neutre. Et aujourd'hui, on a décidé de supprimer l'ensemble des données. Alors là, on voit très bien l'élection présidentielle qui arrive en France. Jusqu'à avril-mai, on comprend très bien la logique et la force de votre application Élise. Qu'est-ce qui va en être après? Vous allez en faire quoi? Comment on va faire vivre Élise après mai 2022? Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, notre objectif, c'est de faire la meilleure application avant les présidentielles, ou en tout cas dans les semaines qui vont arriver, de corriger l'ensemble des bugs, de mettre à jour les programmes dès qu'ils seront disponibles, d'enlever les candidats ou d'en rajouter si d'autres se rajoutent. Mais pour l'instant, on n'a pas encore défini de stratégie après l'élection. Est-ce que ça peut être peut-être une option, ça pourrait être de l'adapter sur des élections qui sont moins populaires auprès des jeunes, comme les régionales ou Ouais, pourquoi pas. Encore une fois, nous, on y réfléchit. On a évidemment pensé à ça, mais je peux pas vous dire qu'on le fera, quoi. Merci, en tout cas, merci beaucoup François-Marie d'avoir été avec nous dans le Grand JT d'éducation sur School TV. Et donc voilà, je vous laisse aller regarder l'application Élise et de faire le test. C'est de toute façon intéressant. Ouais. Dans le Grand JT d'éducation, eh bien, on donne aussi la parole aux enfants, aux plus petits enfants, parce que c'est encore un enfant, hein, François-Marie, 19 ans, est tout jeune, mais aux plus jeunes encore. Et cette semaine, on a voulu savoir ce que représentait l'école pour eux. Et ce sont Diego, Camille et Juliette qui ont répondu. Regardez. J'aime mes copains, surtout ma copine qui s'appelle Mélie. L'heure du déjeuner, puisqu'on peut choisir tout ce qu'on veut, sauf le plat. La conjugaison. La récréation. La récréation. Et les récréations. Les fiches salto, j'adore. En fait, j'enlève la récréation. À la place, je mets plutôt les trucs à relier. J'adore les trucs à relier. J'aime bien les maths. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas à l'école? Les maths. Le français, j'aime pas trop. J'aime pas trop les évaluations. Ce que j'aime pas, c'est que après que j'ai regardé un dessin animé, elle dit « Allez, du travail !» Puisque après, genre quand on a regardé un film, on est toujours un peu flapou flapin, on est un peu épuisé. Parfois, je n'aime pas trop les desserts de la cantine. Et d'après toi, à quoi ça sert l'école? À apprendre plein de choses pour après avoir de l'argent. C'est grâce à l'école que tu peux avoir un bon métier. Si tu es nul à l'école, tu vas pas avoir un super métier, alors que si tu es très 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 fort, tu peux avoir beaucoup de métiers, enfin un super métier. Quand tu seras grand, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je sais pas encore. Est-ce que tu as des idées? Peut-être que je travaillais dans un garage, ou peut-être avec les animaux. Je rêve d'être maîtresse ou actrice. Maîtresse, c'est vrai que c'est un métier important parce que c'est grâce aux maîtresses qu'on forme les élèves. Tu gagnes pas ta vie avec ça, c'est un bon métier. Parfois dans certaines écoles, t'es pas super bien payé, mais tu fais des connaissances avec les élèves.
Ils sont super mignons, franchement. Et puis alors Camille qui dit qu'elle veut devenir maîtresse, mais c'est pas grave, on gagne pas trop d'argent, mais c'est pas grave, Il y en a un qui veut quand même aller à l'école pour gagner de l'argent. Hein. Là, on a compris. Hein. Merci en tout cas Camille, Diego et Juliette. C'est super sympa. J'attends vraiment avec hâte vendredi prochain les autres enfants sur leur regard de l'école. Eh bien, quelle serait l'école de demain pour Tristan Banon? Toute cette semaine, Malika Ménard était avec elle. C'est à découvrir dans Souvenirs d'écolier. L'égalité, c'est l'école de demain pour vous? Ah bah oui, très clairement. L'égalité, c'est l'école, c'est l'école qui va apprendre aux enfants que l'homme et la femme sont égaux, mais que les noirs, les blancs, les homos, les trans, tout ça, tout le monde est égal. Mais c'est aussi l'école qui va apprendre la laïcité, qui va apprendre que la religion ne doit pas entrer ne doit pas faire interférence avec les lois de la République, en tout cas. Et c'est cette école-là. Et voilà, il va falloir gérer tout ça. Et encore une fois, je n'aimerais pas être ministre de l'Éducation. Et en dehors de ça, comment vous l'envisagez, l'école de demain? Dans quelques années, à quoi ça ressemblerait pour vous? Du numérique, par exemple? Pardon? À l'ère du numérique, comment le... Ah, mais ça, on y va de plus en plus vite et de mieux en mieux. J'ai l'impression, moi qui ai éloigné ma fille des écrans pendant très longtemps, là, elle est en CP, elle est revenue les premiers jours de classe en disant qu'il fallait qu'elle aille voir une application, je crois que ça s'appelle la Lilo, sur Internet, qui est conseillée par sa maîtresse. Hier soir encore, on lui a fait faire ses devoirs. On a vérifié surtout que ses devoirs étaient faits. Et il y avait un... Ça, j'ai bien compris que c'était important. Oui, et il y avait un flash-code. Et on a flashé. Et il y a eu un cours qui lui a été donné par... voilà, un petit cours enregistré. Enfin, on a été très étonnés. Le numérique est présent un peu partout. Mais ça, c'est pas un vrai problème, c'est plutôt le numérique peut être une aide, il faut juste, ça peut être un support, il faut juste que ce soit très contrôlé, que ce soit... Et puis, encore une fois, il faut décider de ce qu'on en fait, il faut décider du niveau qu'on veut, et voilà, moi j'espère surtout, il y a trois points qui sont capitaux pour moi pour l'école de demain, et j'espère que collectivement, la France va y arriver, j'ai l'impression qu'on essaye de revenir vers ça, c'est le niveau, il faut remonter le niveau absolument, c'est la laïcité. Il faut absolument, il y a suffisamment de reportages qui passent pour montrer à quel point la laïcité est en péril dans certains établissements. Il faut que la laïcité soit réaffirmée partout et il faut absolument élever les enfants et les moins enfants et les plus ados à l'égalité entre les sexes et à l'égalité de tous les citoyens. Pour moi, c'est ça les trois fondamentaux de l'école de demain. On redit les trois fondamentaux. Laïcité... Élever le niveau. Le niveau, la laïcité, l'égalité. Très clairement. On ne peut pas, je crois qu'on est la 7e puissance mondiale maintenant, on ne peut pas se contenter d'avoir un primaire et un secondaire qui soient d'un niveau parfois discutable, encore une fois, et avec une telle disparité, je dis encore une fois, parce que je voulais dire encore une fois, c'est parfois, c'est pas partout. Il y a des professeurs qui sont exceptionnels et qui sont de très bons niveaux, et il y a même des professeurs exceptionnels de mauvais niveau. C'est pas toujours la faute des professeurs, c'est le niveau baisse, et on se rend d'autant plus compte quand on a des enfants de la baisse du niveau et de la nécessité absolue de remédier à ça, parce que c'est aussi ce qui fait qu'on va arriver sur le marché international en étant à la hauteur ou pas. C'est la fin de cette émission. Merci Tristan d'avoir été avec nous, d'avoir partagé vos souvenirs, vos anecdotes, d'avoir inauguré cette émission. On le rappelle... Je suis absolument ravie, j'espère que ça va lui porter bonheur. J'espère. On le rappelle, il y a votre livre, La paix des sexes, qui est toujours disponible actuellement. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV. À bientôt. Merci Tristan Banon. Et puis tout de suite, c'est le meilleur de School TV dans le Zap. Pour revenir sur Don't Look Up, peut-être un tout petit mot, vous dire que pour préparer l'émission, je l'ai vu une deuxième fois. Et je l'ai vu avec mes enfants.
Ça a été la plus mauvaise idée que j'ai eue. Puisque, Quel âge les enfants? Alors, ils ont 16, 12 et 11. D'accord, grands enfants, des ados et pré-ados. Oui, et puis ils connaissent Leonardo DiCaprio, etc. Donc je me suis dit, bon, tiens, comme ça, ils vont voir qu'est-ce que ça va révéler chez eux. Et en fait, autant la première fois, j'avais trouvé effectivement que c'était une comédie, autant la deuxième fois, je vous cache pas, Emmanuel, que j'ai trouvé ça assez tragique, voire très anxiogène. Et quand j'ai vu la réaction sur mes enfants que ça provoquait, je me suis dit, mon Dieu, effectivement, c'est pas une très très bonne idée. Pour revenir après à votre question, c'est sûr que ce film, on se dit, il peut en capaciter la jeunesse à agir, notamment sur la question de l'environnement, mais plus que ça, je pense sur la capacité à être d'accord pour pas être d'accord, sur la capacité... C'est quoi la capacité à être d'accord pour pas être d'accord? Aujourd'hui, on n'est même pas d'accord pour être en désaccord, en fait. La société est complètement clivée, se polarise de plus en plus, et on peut même plus avoir un débat, entre guillemets, presque apaisé, je dirais. Ça se voit même dans... On se met à peine d'accord sur les faits. C'est ça, en fait, la problématique. C'est vraiment, pour moi, ce que raconte Don't Look Up, c'est-à-dire que tout est mis à mal, c'est-à-dire que même la science est complètement dévoyée, la politique, j'en parle même pas, mais ça fait quand même quelques années. Avec Meryl Streep qui joue un Trump au féminin plus vrai que nature. Diablement bien, voilà, exactement. Et puis ce cynisme aussi d'un Elon Musk sous les traits de ce fameux entrepreneur qui voit dans le fait que cette comète arrive une nouvelle opportunité business. Donc il y a voilà, tout un pan de la société qui est vraiment décrypté, mis à jour, mais pour autant, j'ai peur que ça vienne... ne faire que constater de nouveau notre incapacité à se mettre en mouvement et que ça pénalise les jeunes là-dedans. La problématique des métaux critiques, elle est effectivement à la fois environnementale, parce que pour pouvoir récupérer ces métaux, il faut extraire énormément de matière. Pour fabriquer un smartphone, il faut 70 kilos de matière. Pour un smartphone qui va peser 150 grammes, 200 grammes peut-être, pour les plus lourds. Donc c'est énorme en fait en termes d'extraction. Et puis ensuite, pour transformer cette matière en matériaux utilisables pour fabriquer de la microélectronique, eh bien il faut la raffiner. Donc en fait, ce n'est pas tant l'extraction elle-même, mais tout le processus, toute la chaîne de valeur en fait qui permet la transformation pour l'usage. C'est-à-dire que on va avoir un niveau de raffinement qui est très fort, qui est à 99,999% pour certains de ces métaux. Et pour avoir ça, eh bien, il faut utiliser énormément d'eau, énormément d'énergie, énormément de produits chimiques. Donc, il y a pas, qui sont très polluants. Il n'y a pas en l'occurrence que le métal lui-même qui est l'objet de ces polémiques et surtout de ces conséquences environnementales, on l'a bien compris. Parcoursup n'est pas qu'un algorithme. Parcoursup est cet annuaire de formation. Parcoursup, oui, est un algorithme qui va regarder la zone géographique d'où vous venez. Mais ça s'arrête, c'est très limité. Ce sont surtout les établissements scolaires, les établissements du supérieur. Oui. Eux ont leurs propres algorithmes qui, là, effectivement, sont un peu opaques. Mais les élèves, ils vous demandent concrètement, Samantha, comment ça marche? Je ne comprends pas. Oui, ils j'entends demandent, toutes ces choses, je vois, on allait encore sur les réseaux sociaux hier, on a essayé de trouver des avis positifs. Et vous savez comment ça marche sur les réseaux sociaux, on trouve très souvent, essentiellement, les avis négatifs. Comment les rassurer, tous ces jeunes? Qu'ils aillent vraiment questionner les établissements qui les intéressent, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, c'est à ce niveau-là qu'il y a encore de l'opacité. C'est qu'on ne sait pas quels sont les réels attendus. Donc, typiquement, une prépa, quelle note attend-elle? Que ce soit... et puis même les qualitatifs ou quantitativement parlant. On parle de moyenne générale peut-être de l'élève, mais après son classement dans la classe, le classement de la classe elle-même parmi les autres classes du lycée, des notes spécifiques dans des matières. Il y a énormément de choses que les établissements du supérieur regardent qui restent opaques pour tous les élèves. Et c'est là où il y a du stress. Ça fait du bien, l'estime de soi joue un rôle déterminant. Amal. Et oui, l'estime de soi a un rôle déterminant. Dès le plus jeune âge, un enfant sur 3 n'a pas acquis une sécurité affective pour réussir à l'école. Et depuis 2008, eh bien, on encourage les enseignants à promouvoir l'estime de soi et le respect des autres avec ce genre d'exercice que vous venez de voir, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si les enfants ont une meilleure estime d'eux-mêmes? Eh bien, si ces enfants ont une bonne estime d'eux-mêmes, ils se feront des amis plus facilement, par exemple. Ils prendront plus de plaisir aux activités sociales. Ça aidera à développer leur esprit créatif. L'estime de soi joue surtout un rôle important dans les performances scolaires. Et l'école a son rôle à jouer, même si elle a des limites, puisque l'école n'a pas la capacité d'intervenir sur les facteurs extrascolaires. Karim, on retourne à Berlin justement pour voir avec vous comment vous avez notamment conçu cette enquête, parce que là aussi, il y a beaucoup de pays dans lesquels on peut trouver ces gisements de métaux rares, ou plutôt de terres rares. Pourquoi votre enquête vous a plutôt guidé vers la RDC, vers la République du Congo ? Ça a tout simplement démarré parce que j'étais dans une mine et je photographiais avec mon téléphone portable, mon smartphone, des mineurs artisanaux dans l'est du Congo.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient occupés à miner ce que j'avais dans mon téléphone et ce qui le rendait puissant. Et donc, de ce point de vue de photographe, je me suis dit, on va essayer de raconter une autre histoire. Ça a pris quelques années, mais c'était vraiment le point de départ duquel ensuite on a été observer les mécanismes qui ont lieu avec l'or, avec le cassitérite, le tungstène et toutes les problématiques qui sont liées à ces minéraux dans l'est du Congo. Mais c'est surtout pas de dire il faut pas prendre ces minéraux-là parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui en dépendent, mais c'est de les miner dans des conditions qui soient acceptables et un tarif qui leur permette de vivre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comment tu penses qu'on peut encore aujourd'hui améliorer justement ce système? Comment on peut encore plus le fluidifier et peut-être enlever toute cette chape de plomb, cette angoisse pour bon nombre d'élèves? Et visiblement, ça ne te concerne pas. Comme on le disait tout à l'heure, Parcoursup est ouvert toute l'année, avec beaucoup de vidéos, beaucoup pas de tutos, mais des choses similaires. Donc il faudrait plus communiquer pour dire à chaque rendez-vous, à chaque cours, allez sur Parcoursup et pas attendre peut-être la date butoir. Quand on regarde vraiment, Parcoursup, c'est quand même un site très riche qui possède quand même énormément de ressources. Et facilement, on peut regarder toutes les formations, un guide avec ce que fait chaque formation. Et je suis sûr qu'on peut même trouver quelque part des questionnaires qui nous demandent ce qu'on aime nous, ce qu'on aime faire dans la vie et ce qui pourrait nous correspondre au mieux. C'est vous qui avez parlé de vos enfants dès le début de cette émission depuis assez longtemps. Est-ce que justement ces expériences cumulées autour des questions d'éducation, ça a changé votre façon d'être maman et de quelle façon? Oui, je pense que déjà le fait d'avoir plusieurs enfants, ça change aussi le fait d'être maman. On n'est pas maman d'un premier comme on est maman d'un troisième non plus. Déjà, on se fait un peu plus confiance, on s'autorise aussi beaucoup plus de choses. Et puis avoir 16 ans et avoir 11 ans, on n'est pas traversé par les mêmes questionnements non plus. Donc ça me demande une agilité, une capacité aussi de remise en question et d'écoute et de pas avoir l'impression que parce que je fais des choses dans ma vie professionnelle, c'est suffisant pour laisser mes enfants penser que je suis une personne aimable. J'ai aussi un travail à faire à la maison pour continuer à avoir ce rapport-là avec eux. C'est la fin de ce grand JT. Merci Mickaël. Merci Virginie. Bon week-end à tous et bien sûr, vous pouvez retrouver cette édition et bien sûr, schooltv.com. Ciao.